Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de Lucille. Bonjour. De l'association ASAP 72. Effectivement. Bonjour Charlène. Dis-moi qui tu es, Lucille, s'il te plaît. Donc je m'appelle Lucille Guérino, j'ai 32 ans. J'ai grandi dans la Sarthe, du coup, je suis sartoise, dans la campagne sartoise. J'habite avec mon mari maintenant dans le secteur du Belinois, à Saint-Bier-en-Belin. J'ai 32 ans, je crois que j'ai dit déjà. Ouais. C'est bien de l'affirmer. C'est hyper important. J'ai 3 enfants, je suis maman de 3 enfants, 3 garçons. Un grand qui a 11 ans, un plus petit de 5 ans et demi et le dernier vient d'avoir ses 3 ans. Donc c'est en partie grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai créé l'association aussi. Et donc à côté de ça, je suis éducatrice de jeunes enfants, je suis responsable d'une crèche à Écomois. Voilà. Ben merci. Ok. Et donc, déjà, que veut dire ASAP 72 et quel service tu proposes dans cette association? Donc l'ASAP 72, c'est l'association de soutien et d'accompagnement à la parentalité. Je l'ai créée il y a 2 ans, du coup en 2022, suite à ma formation de monitrice de portage. Je propose donc du portage physiologique au sein de l'association, également de l'initiation au massage pour bébé, les accompagnements également sur les projets d'allaitement, allaitement maternel, voilà, les suites également de l'allaitement, et puis tout ce qui va toucher au domaine de la parentalité, voilà, accompagnement des émotions du parent, de l'enfant, l'accueil d'un nouvel enfant dans la fratrie, tout ce que ça peut générer comme questionnement chez les parents. Et donc j'interviens soit à domicile des parents, soit au sein de centres sociaux ou de relais petite enfance par exemple autour de chez moi. Top. Eh ben, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à proposer toute cette richesse au sein de cette association que tu as créée, hein? Oui, D'accord, c'est toi la fondatrice. Je suis fondatrice, présidente, seule membre pour l'instant. Enfin, mon mari est trésorier, du coup, il faut être 2 pour monter une asso. Ouais. En fait, on est devenus parents très jeunes avec mon mari. J'avais 20 ans. Et j'étais en formation du coup pour devenir éducatrice de jeunes enfants, donc loin de la maison, de la famille, des amis. Et donc un peu seule pour faire face à cette grossesse et à cette maternité, ce postpartum, tout cet inconnu en fait qui arrive avec l'arrivée d'un premier enfant. Et du coup, voilà, l'âge quoi, j'étais encore très jeune, donc du coup il a fallu qu'on se dépatouille un peu tout seul, qu'on trouve des ressources aussi pour être accompagné au mieux en fait à côté de chez nous, donc on était à Rennes en Bretagne. Okay. Et puis donc j'ai rencontré des super personnes, mais des fois un peu trop tard. Voilà, mon allaitement, si j'avais su ça avant, j'aurais pu faire ça. Donc j'ai trouvé ça dommage et donc je me suis beaucoup documentée après. Et puis il y a eu ma formation d'éducatrice de jeunes enfants qui a été hyper riche, qui m'a déjà nourrie et fait évoluer pleinement. J'avais la théorie à l'école et en stage et la pratique à la maison. Donc ça, c'était vraiment la meilleure expérience possible. Okay. Et puis après, donc voilà, quand on a décidé d'agrandir la famille, j'ai pu voilà, vraiment vivre cette nouvelle expérience de la maternité différente à chaque fois. Et le vivre plus sereinement, voilà, d'être plus sûre de mes choix, de ce que je voulais, ce que je voulais pas, être en mesure aussi de le dire, et puis voilà, de rompre l'isolement, vraiment quoi, de m'entourer de chouettes personnes. Et j'ai voulu du coup continuer de me nourrir des autres, continuer de me former pour partager. J'ai créé du coup l'association et c'est vraiment le but, voilà, de montrer aux parents, aux futurs parents, jeunes parents qui ne sont pas tout seuls, qu'il y a des choses voilà, qui peuvent être mises en place pour leur faciliter cette nouvelle vie, quoi. Voilà. Très bel objectif en tout cas. Et
question que je pose à toutes les personnes, qui est c'est quoi les valeurs? Alors j'ai envie de dire les valeurs de ton association, mais aussi tes propres valeurs que tu insuffles dans ton association. La bienveillance, d'abord avec soi. Ouais, d'être hyper tolérant déjà avec soi, hyper bienveillant avec soi, et du coup de pouvoir offrir ça aux autres. L'écoute, c'est ce qui me paraît aussi hyper important. Des fois on n'a pas besoin de choses à mettre en place, on a juste besoin de se sentir écouté, entendu. Donc voilà, c'est vraiment... Souvent les gens me disent « Oh merci, j'ai rien fait, j'ai juste écouté. » Et déjà ça fait du bien. Et puis ouais, bah, l'empathie, quoi, de réussir à se mettre à la place des autres. Je pense que c'est changer les rôles, quoi, faire un pas de côté, de ne pas être dans quelque chose de descendant, de sachant, mais vraiment d'être à côté des gens, quoi, en soutien. Ouais, d'être une présence pour eux, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Ok, maintenant j'ai l'habitude de proposer des mises en situation. Il y en a 5. Est-ce que tu es prête? Allez. C'est parti. Alors, première mise en situation. Voilà, je suis jeune maman, j'ai un bébé de 3 semaines à la maison et il commence à pleurer beaucoup. Je suppose que c'est les coliques. Qu'est-ce que tu peux me conseiller, m'offrir comme lumière? Offre-moi tes lumières, quoi. Et le plus rapidement possible, le plus rapidement possible. On va essayer de le soulager rapidement, ce bébé. Déjà, oui, de réussir à identifier les mots, de réussir à savoir si vraiment ce sont des coliques ou pas, identifier si c'est des soucis de transit, s'il y a aussi peut-être le reflux, parce que des fois, on met beaucoup de choses derrière les coliques, et puis en fait, c'est pas forcément... voilà. Ça englobe plein de choses, quoi. C'est un peu le mot fourre-tout, les coliques. Le massage, je propose évidemment. sur du massage, il y a des mouvements de massage ciblés sur le ventre, mais pas que, qui peuvent venir soulager vraiment les bébés qui ont des problèmes de coliques, de constipation. Donc ouais, on va axer là-dessus, sur des mouvements sur le bas du ventre. Stimuler en fait tout ce qui va être sur le gros intestin avec des mouvements de massage très simples à mettre en place. Souvent c'est ce que je dis pour le massage, il n'y a pas besoin de s'installer, d'avoir un truc très cadré. Un studio de massage. C'est ça, souvent quand je donne mes petits papiers avec les mouvements de massage, les gens me disent « Ah ouais, il faut faire ça dans cet ordre-là », alors ça dépend. Il y a des enchaînements qui peuvent effectivement avoir des bienfaits s'ils sont faits dans un ordre précis, et le soulagement des gaz et des coliques en fait partie. Donc là on va venir faire des mouvements sur le bas du ventre. Le massage, le portage aussi peut aider aussi les bébés qui ont des coliques, d'être un peu verticalisés, d'être en peau à peau, le contact vraiment pour avoir la chaleur du corps de papa, de maman. Ça va aussi apaiser tout ça. Et courage, ça va passer. Le courage, ouais. C'est que ce n'est qu'une passade. Merci. Je t'en prie. Ok, donc deuxième mise en situation. Voilà, je suis une maman enceinte de 6 mois. J'ai envie de porter... En fait, non. J'ai envie et à la fois j'ai pas très envie de porter mon bébé en portage physio parce que j'ai tout simplement peur qu'il s'habitue trop, quoi. Qu'il reste agrippé à moi jusqu'à 18 ans. Non. Mais c'est sûr. On les voit souvent dans la rue d'ailleurs, ces gens-là. Mais non, on les voit pas, ils sont cachés. Ils restent chez eux. La maman, elle ne peut plus se déplacer. Elle a plus de dos. C'est ça. Déjà s'écouter. On s'écoute. On a envie ou on n'a pas envie? Notre volonté à nous, elle est où? Les qu'en dira-t-on des autres? Il faut réussir à se mettre un peu des œillères, s'écouter soi. Qu'est-ce que nous on a envie de faire avec notre bébé? Qu'est-ce qu'on veut lui proposer? Quelle réponse à ses besoins on veut lui offrir? Est-ce que contenir son bébé, lui apporter de la rassurance, du contact, c'est de donner de mauvaises habitudes? Est-ce que sécuriser un enfant en le portant, c'est de donner de mauvaises habitudes? Le portage, on le pratique tous en fait. Le portage à bras, on le pratique tous et personne ne voit de problème à ça.
On tient nos enfants à bras contre nous, face au monde, et là on se pose pas la question. Souvent c'est dès qu'il y a un outil de portage où les regards se tournent, on se dit oh là là, est-ce qu'il va vraiment être autonome cet enfant? Est-ce qu'il va lâcher sa mère? Parce que souvent le portage on associe ça à la mère. Hein. Pourtant il y a plein de papas qui portent, mais souvent c'est il lâchera jamais sa mère, et puis en plus je suis sûre qu'elle allait et qu'elle fait du cododo. Parce que souvent... et qu'elle a des couches là-bas. Et les couches là-bas, parce que souvent on met tout, on a le packaging, on fait pas de portage si on fait pas les couches là-bas. Donc non, déjà de s'écouter soi, faire un atelier pendant la grossesse, c'est super, avec un poupon de portage, un poupon lesté. Ça donne déjà un aperçu, découvrir les différents moyens de portage qu'il existe, parce que y a pas que les écharpes avec les nouages, il y a plein d'autres solutions de portage d'appoint, enfin voilà, tout dépend aussi de l'utilité du portage qu'on veut faire, si c'est pour porter à la maison pour avoir les mains libres, si c'est pour partir en randonnée, enfin voilà, il faut vraiment... identifier ce dont on a besoin. Il n'y aura pas un moyen de portage adapté de la naissance jusqu'à 18 ans. Il faudra en changer et trouver celui qui nous convient aussi en tant que porteur. Mais non, le portage ne donne pas de mauvaises habitudes. J'ai 3 enfants qui ont été portés et qui sont un peu trop indépendants à mon goût. Donc oui, non, ça ne freine pas les apprentissages et l'autonomie, loin de là. Ok, donc là, le stéréotype, tchouk, on déchire et ploup, on s'écoute de la mauvaise habitude qui est collée sur le portage, on peut la mettre à la poubelle. Merci pour ça. Ok, maintenant 3e mise en situation. Voilà, je suis une maman, une future maman, je suis enceinte et j'aimerais allaiter mon enfant, mais j'ai très peur de ne pas avoir assez de lait quand bébé sera là. Et donc, est-ce qu'il y a des méthodes, des trucs et astuces pour que je puisse allaiter et avoir plein de lait? Plein de lait. Alors, c'est une crainte que beaucoup de mamans peuvent avoir. Soit lié à la taille de la poitrine, soit pas du tout. Ça peut aussi se poser quand une femme a une forte poitrine. Le lait, la production de lait, elle est vraiment adaptée au bébé. La stimulation du coup lancée par le bébé va induire la production de lait. Donc logiquement, à moins d'une pathologie voilà, qui est avérée pour la maman ou un problème aussi qui peut être lié voilà, à un état de santé du bébé, mais la production de lait, logiquement, sera adaptée et suffisante pour son bébé et même pour des jumeaux, parce que c'est parfois la question qu'on a quand on veut allaiter et que c'est des jumeaux. On allaitait un, ok, mais 2, est-ce que je vais avoir suffisamment? Oui, oui. À partir du moment où on stimule suffisamment, la production va s'adapter. Pareil, si on est fatigué en fait, vraiment comment je veux dire, la constitution du lait s'adapte aussi à votre état de fatigue, de santé à vous et celui de bébé grâce à la salive. Donc il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. En cas de baisse de lactation, parce que ça peut arriver au cours d'un allaitement, une extrême fatigue, une carence alimentaire ou autre peut créer du coup une baisse de lactation. Il y a des aliments qui sont galactogènes, les tisanes, enfin déjà bien s'hydrater, c'est une des choses voilà, à mettre en priorité quand on allaite. Pas forcément boire que de l'eau parce que souvent on dit oh là là faut que je me force à boire de l'eau, mais des tisanes, enfin voilà, il y a plein d'infusions froides, chaudes qui sont hyper importantes pour la lactation, et puis plein d'aliments, les dattes, les fruits secs, les fenouils, enfin il y a vraiment un panel de choses qu'on peut manger pour stimuler sa production de lait. Intégrer un tire-lait si vraiment il y a besoin pour rajouter, voilà, si le bébé ne stimule pas assez parce que c'est des grosses siestes, voilà, ça peut arriver. Donc on peut à un moment donné faire appel à un tire-lait pour rajouter en fait une sollicitation en fait au niveau de la stimulation. Mais logiquement, il n'y a pas de... Tout va bien. Ouais, ça devrait bien se passer. Ok, donc c'est bon, là je suis prête pour allaiter dans quelques mois. Ok. Alors, 4e et avant-dernière mise en situation.
Je suis une maman d'un bébé de 6 mois. J'ai allaité mon bébé jusqu'à jusqu'à maintenant. Mais j'ai pris la décision d'arrêter l'allaitement et d'y aller progressivement. Et donc, est-ce que tu aurais des petits trucs et astuces, pareil, pour me soutenir dans cette fin d'allaitement progressive? Ça marche. Comment faire? Ouais. Déjà d'être au clair avec ce choix de passer à autre chose. L'allaitement, des fois on peut se dire oh, ça va aller, on met ça en place, ça se passe super bien et puis je serai prête. Donc vraiment d'être au clair avec ce choix en fait de s'arrêter. Alors ça va être effectivement progressif. Une cassure un peu trop rapide, ça peut être un petit peu bloquant aussi pour prendre le relais derrière avec notre alimentation. Y aller effectivement, comme tu disais, progressivement, supprimer une tétée. Souvent on priorise les tétées de milieu de journée. On garde les tétées du matin, du soir, la nuit, encore un peu, ça va être les dernières qu'on va supprimer. De remplacer une tétée dans la journée, voir après sur quoi vous souhaitez vous orienter, si c'est sur un tir-allaitement et du coup là passer donc sur un tirage à la place du coup d'une tétée et donc un biberon qu'on va pouvoir donner. De se laisser le droit de tâtonner en termes de biberon, de forme de tétine. Ça se trouve, les biberons que vous avez choisis avec la tétine, voilà, à la mode, et bien ça conviendra pas à votre bébé qui était habitué à la forme de votre sein. Donc se laisser le choix, voilà, avoir plusieurs biberons, plusieurs formes de tétine à disposition pour pouvoir voilà, répondre aux besoins de bébé. Et puis ouais, faire ça de façon progressive, c'est ce qui va être le plus important pour éviter les frustrations des deux côtés en fait, du côté de maman et du côté de bébé. Mais logiquement c'est pareil, en étant bien préparé, accompagné, ça devrait bien se passer. Merci. Ok, et maintenant, dernière mise en situation, donc 5e mise en situation. Voilà, j'ai ma petite fille qui va à la crèche, qui a 1 an, et quand je la récupère de la crèche, elle explose. Elle pleure, elle crie, elle se roule par terre, et c'est régulier. Et donc j'aimerais savoir comment faire pour la soutenir au mieux dans ces périodes d'extrême frustration et d'émotions intenses. Aide-moi s'il te plaît. C'est ok. C'est ok et c'est pas facile effectivement d'accueillir les émotions de son enfant qui décharge le soir après la journée passée à la crèche alors que nous, son parent, on vient le récupérer et en fait on se prend les pleurs, la colère, et je veux pas mettre mes chaussettes et je veux pas mettre mes chaussures et il y a hors de question que tu me mettes mon manteau. C'est ok en fait, l'enfant il retrouve sa personne de confiance, son repère. Et souvent, c'est malheureusement sur cette personne-là que les situations, c'est ça. Mais il faut se dire que c'est bien. C'est que du coup, l'enfant sait qu'il peut se permettre ça avec vous et qu'il va être accompagné au mieux pour vivre ces émotions-là. Une journée à la crèche, c'est une stimulation extrême pour les petits. Et pourtant, dans le quotidien, on peut avoir l'impression que ça se passe très très bien. Nous, à la crèche, il n'y a pas de colère dans la journée, il n'y a pas de problème d'endormissement, l'alimentation, ça se passe très très bien. Et le soir, il se transforme. À peine le parent met un pied à la crèche, que ça y est, le démon est là. Accueillir les émotions de son enfant, c'est aussi être ok avec ses émotions à soi. Nous aussi, on vient de passer une journée au boulot, nous aussi, on voudrait se poser tranquille. Donc d'abord voilà, d'accepter en fait que son enfant soit fâché, de lui verbaliser, de lui dire que voilà, on l'accompagne. C'est vraiment riche et vraiment important pour nous de dire aux parents avec mon équipe, parlez-leur, dites-leur ce que vous ressentez aussi dans ces moments-là. Enfin, ça, vous avez le droit de trouver ça difficile et de leur dire
Et vous avez le droit de parfois aussi manquer de patience parce que vous allez être pressé de rentrer à la maison. Mais en tout cas, de ne pas oublier de le dire à votre enfant que vous êtes là, que maintenant on va rentrer, qu'on se racontera notre journée plus tard. Parce que des fois, c'est ça aussi. Les parents peuvent être un peu en demande, mais t'as passé une bonne journée, t'as fait quoi aujourd'hui? Et puis en fait, ça tarde trop et l'enfant veut juste voilà, retrouver son foyer, son cocon et puis d'être à la maison. Souvent c'est pareil, c'est une passade, il se passe plein de choses au niveau du développement de l'enfant à certaines étapes de son cheminement, de sa vie à la crèche. Il y a des moments où il ne voudra plus venir et il y a des moments où il ne voudra plus repartir. Donc se dire que oui, que ça va passer, trouver des petits outils, des petites astuces qui peuvent faciliter aussi le départ le soir, voilà, de se projeter sur ce qu'on va faire après quand on va rentrer à la maison, histoire voilà, d'apaiser un peu l'enfant, de lui parler de quelque chose qui va être sympa qu'on va faire après, et puis de se laisser le temps pour se retrouver. C'est pas toujours facile. Merci. De rien, je t'en prie. Mise en situation terminée. Ça marche. Ça va? Ouais. Toujours. Maintenant, je vais t'inviter à nous dire tes trois petites pépites. Les trois choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent en termes de parentalité, de périnatalité, voilà, que ce soit du désir d'enfant jusqu'au postpartum et au-delà. Ce serait quoi les trois petites choses que tu as envie de dire? S'autoriser. S'autoriser. Ouais, s'autoriser à dire, à penser, à pleurer, enfin voilà, d'être ok avec ce qu'on ressent. On a le droit d'être épuisé, de regretter des fois, de se dire mais j'étais tellement mieux avant, qu'est-ce qui m'a traversé l'idée là? Et puis bon, finalement le lendemain on oublie. Mais ouais, de s'autoriser, de pas rester avec un truc sur le cœur qui viendrait nous morfondre un peu. Choisir ses combats. Les parents parfaits n'existent que sur Instagram. Clairement. Et encore Clairement, c'est souvent ce que je dis moi aux parents à la crèche qui me disent mais comment vous faites vous? Rassurez-vous, ça ne marche qu'avec les vôtres, avec les miens ça ne marche pas. Non, choisir ses combats, c'est pas grave s'ils mangent 3 jours des pâtes, c'est pas grave s'ils mettent 2 jours de suite le même t-shirt. Vraiment de se dire bon, on peut pas être partout, la maison c'est pareil, elle sera rangée peut-être la semaine prochaine, mais là c'est pas possible. Prioriser son bien-être, le bien-être de son enfant et ne pas chercher à vouloir être au top sur tous les niveaux, on s'épuise et on ne gagne pas grand-chose. Et puis, il en faut 3. Jamais se coucher fâché. Jamais se coucher fâché. Jamais se coucher fâché. Que ce soit avec le partenaire ou avec l'enfant. Pas rester sur quelque chose de négatif en fin de journée. Se dire pardon, se dire qu'on s'aime, qu'on est là et qu'on a oublié ce qui s'est passé ou que ça reste pas. C'est souvent ce que je dis à mes enfants quand je me fâche après mes enfants. Oula. Souvent je leur dis après, ça y est, je suis plus fâchée et je t'aime toujours. Il n'y a pas de souci, mais voilà, de pas rester fâchée avant d'aller se coucher. Ok. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Maintenant, où est-ce qu'on te retrouve, Lucille? On me retrouve. Et comment? On me retrouve à la crèche des Comois. Tous lundi au vendredi. Pas toujours là le matin, pas toujours là le soir, mais selon les horaires. Et après, pour l'association, on me retrouve du coup sur Instagram, donc azap72. Facebook également, j'ai une page Facebook et un site internet azap-72.fr. Tiré du milieu? Ouais, tiré du milieu. Et puis voilà, pas encore sur TikTok, je suis pas pas prête. Ça marche. Ok, je t'avais prévu une surprise à la fin. Exact. La voici. C'est le mot de la fin. C'est-à-dire que je te propose de dire le mot, un seul mot, aux personnes qui nous regardent ou nous écoutent. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller éteindre. Et donc un seul mot, l'idée c'est qu'ils partent
que la vidéo se termine vraiment avec la résonance de ce mot-là, avec l'esprit de ce mot-là. L'esprit de ce mot-là. Ouais. Gratitude. Yeah!